Il est là, le Il est micro. là, il est là. Ok. Tu l'as le micro, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des questions sur l'un des films, sur un aspect technique, sur un aspect artistique, sur voilà, vous. Ben, bravo à tous les réalisateurs et les réalisatrices. Voilà. Bravo tout le monde. Merci. Ah ouais, bravo, ouais. Moi, je voulais dire que j'ai redécouvert vos films sur grand écran. J'ai même vu des détails que je n'avais pas vus sur petit écran. Du coup, je trouve ça vraiment top. Voilà. Ouais, ça marche. Puis le son aussi, ouais. Donc ouais, bravo à vous tous. Moi, j'ai plein de questions, mais la première, ce serait peut-être déjà sur le scénario. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec ChatGPT? Enfin, comment vous faites pour... ou est-ce que c'est... Quelle est la part d'écriture, déjà? Alors, très bonne question, parce que je réfléchis actuellement au sujet. Sur l'écriture de scénario, effectivement, l'IA, au-delà de ce que vous avez pu voir et au-delà voilà, du cinéma ou de ce qu'on a pu faire avant, moi j'ai fait des choses avant. Et là, je suis en train de réfléchir à un concept qui s'appelle le prompt telling, et qui est que on peut... Enfin, c'est encore un peu flou dans ma tête parce que je suis en train de théoriser le truc, mais et je pense que c'est différent selon les réalisateurs, parce que j'ai discuté avec d'autres réalisateurs qui ne travaillent pas du tout de la même façon que moi. Moi, le prompt telling, c'est qu'en fait, j'improvise l'histoire au moment où je l'écris. Ça veut dire qu'en fait, le film se réalise au moment où je le fais. Voilà. Donc ça veut dire que un film classique, on prépare un scénario, on fait un storyboard, ensuite on fait le film, ensuite la post-prod, etc. Moi, je fais tout exactement au même moment. Et ça, c'est super intéressant. Il y a J'avais une autre- quelqu'un une d'autre autre qui voulait question. répondre là-dessus? Ah oui, peut-être, ouais. Alors je sais pas qui a... Ah, ok, d'accord, je te vois, t'as le micro. Alors je sais pas si c'est le cas de beaucoup du Pomp Club. Moi j'utilise ChatGPT de temps en temps pour... en fait j'ai déjà une idée et du coup je lui donne un petit peu mon idée. J'essaye de le nourrir de ce que j'ai dans la tête et je prends ce qu'il me donne. Et je fais souvent des mix entre plusieurs... Alors je lui demande des fois de me donner 20 idées par rapport à ce que j'ai déjà. Et ensuite je fais des mix, des mélanges. Des fois je prends rien du tout. Je reviens à l'ancienne. Et d'autres fois je prends ce qu'il me donne parce que c'est très bon. Et d'ailleurs il y a une petite anecdote. Il y a un grand scénariste celui qui a écrit Taxi Driver, je crois. Ouais, voilà. C'est le scénariste de Taxi Driver qui a testé ChatGPT récemment. Et en fait, il est en mode déprime parce qu'en fait, il se rend compte que toutes les idées que ChatGPT lui donnait sont excellentes. Donc voilà. C'est... Ouais. 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 C'est Paul Schrader. Ouais, Paul Schrader. Paul Schrader, c'est ça? Ouais. Allez, ensuite, Puis il y en a qui écrivent à la main. Moi, j'écris tout à la main parce que je trouve que c'est la partie un peu sympa et créative où justement on n'est pas assisté. Et je trouve que ça reste encore un truc qui est vachement valorisable quand on a envie de dire un truc précis, quoi. Après, ça peut servir à ouvrir plein de possibilités de création, mais en l'occurrence, c'est aussi une manière qui marche. En fait, je posais cette question aussi parce que un des enjeux en fait de l'IA, c'est, enfin, pour ceux qui ont déjà un peu mis les mains dedans, c'est de prendre le contrôle en fait de ce truc-là, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Et ce que j'ai découvert, je ne sais pas si vous travaillez aussi comme ça, c'est que souvent il faut le nourrir d'images. Comment dire? Il y a certains, quand on demande à Midjourney par exemple de nous faire un décor futuriste, il y arrive très très bien. Voilà. Alors que quand on lui demande quelque chose de plus abstrait ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus aléatoire. On a l'impression de lancer les dés, etc. Et du coup, on n'obtient pas forcément ce qu'on a dans la vision qu'on a dans notre tête. Et donc, du coup, la question, c'était de savoir si vous nourrissiez enfin, je sais qu'on peut nourrir les générateurs d'images fixes, comme Midjourney, etc., avec des références, etc. Est-ce qu'on peut le faire aussi en vidéo? Pour le coup, je peux peut-être répondre sur la partie du contrôle parce que je pense que c'est un peu le point crucial qu'on a tous été confrontés à ça. Le vrai sujet sur l'IA, c'est quand même qu'on a, pour la première fois, on a la capacité de répondre au côté genre je fais plus rapide, moins cher et d'aussi bonne qualité. Par contre, c'est au détriment du contrôle qu'on a sur le résultat final. Donc c'est un peu le gros sujet, je trouve, sur l'IA. C'était beaucoup le cas sur l'image avant.
l'image, on voit arriver pas mal de façons de contrôler sur de la génération d'images fixes le résultat qu'on veut, que ce soit par le style, l'esthétique, le mood board, la position des gens. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Midjourney. Midjourney commence à peine à avoir des outils de contrôle. Il y a des manières beaucoup plus poussées, je dirais, d'aller chercher à gérer la position des objets qu'on veut, l'attitude des gens, que ce soit avec, si on est dans le détail, du Confi UI et du contrôle net et des outils qui vont permettre de gérer les poses des gens et de guider ce qu'on veut avoir. Donc moi, généralement, pour tous mes films, je bosse sur des images d'abord que j'anime. Et je ne fais pas de texte ou prompt, je prends une image que j'ai travaillée pour avoir la position que je veux, initiale ou finale, sur laquelle ensuite je donne l'animation. Donc ça permet déjà d'avoir un premier contrôle sur le rendu vidéo, parce qu'on a la première frame ou la dernière ou les deux. Donc ce premier travail de génération d'images est un peu la base d'un storyboard très précis qui permet de devenir en fait le résultat final. Moi, c'est ma façon de fonctionner qui donne un peu moins d'aléatoire dans la façon de le générer, mais quand on voit VO2, c'est quand même plus galère. Et je pense que la plupart des créateurs du prompt plug fonctionnent ici comme ça. Et le deuxième point sur le contrôle, c'est quand même qu'on voit arriver des solutions de contrôle sur l'IA vidéo. On a vu des LoRa actuellement vidéo arriver sur des modèles open source chinois là, qui sont assez bluffants. On est au début. Il n'y a pas trop de doute que ça va arriver bientôt dans des interfaces contrôlées. Kling permet déjà de générer des mouvements qu'on a contrôlés, par exemple, d'un objet à un autre. Donc il y a des pseudo-contrôles de mouvements de caméra, de position. On n'y est pas complètement. C'est un peu aussi la partie amusante de sérendipité, un peu d'aller justement faire la curation des contenus qu'on crée. Je pense qu'on est tous ici à générer 400, 500 images pour un plan, pour trouver le bon, pour savoir comment on va l'animer, pour savoir quelle génération vidéo va être la bonne. Donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas un bouton magique. J'ai écrit un article là-dessus sur le côté l'IA est magique. Je pense que beaucoup de gens se leurrent sur la capacité de magie de l'IA. Et je pense que c'est une erreur en plus de techniquement ne pas comprendre comment ça fonctionne, même si c'est pas dans le détail, mais de savoir à peu près les a priori de fonctionnement d'une IA générative. Encore un autre sujet. Et donc du coup, cette partie du contrôle est un peu la clé, notamment pour l'adoption des marques, des autres créateurs, et la facilité à tout le monde de prendre en main un outil pour donner vie à une vision. Si je le résume un peu comme ça. Merci Marc. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Oui, merci beaucoup. D'abord, bravo Gilles, et puis bravo à toutes et à tous pour vos créations. Moi, on est toujours sur la notion du contrôle. J'aimerais savoir, pour tous les créateurs qui sont là, quel est le niveau de frustration entre ce que vous avez imaginé et ce que vous avez généré ? 400%. Alors moi je suis pas du tout d'accord, moi je suis hyper content de ce que je fais. Non mais enfin. Alors vous voyez le calendrier de l'avant ? C'est-à-dire que vous vous envoyez un prompt qu'on a fait tout à l'heure, là, vous attendez 8 minutes, et à la fin vous vous dites soit je me suis craché, soit on fait waouh, j'ai fait ça là. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a le temps d'attente de la génération de la vidéo. Alors là, je parle juste sur un plan. Il y a certains plans avec des prompts qu'on a mis où on essaie de travailler, où on a essayé de pousser des plans, on n'y arrivait pas. Et des fois, il y a des plans qui sortent, on sait pas si c'est magique. Enfin, pour le coup, c'est magique. Et ça, c'est vrai, mais après, c'est du travail, c'est du prompt, c'est des essais, c'est tout ça. Mais moi, je trouve que, je suis très satisfait de ces outils et je suis pas du tout frustré, vraiment pas. Moi, je pense que la frustration fait partie du jeu. Voilà. Après, le contrôle, on a du contrôle et on n'a pas du contrôle. Il faut se laisser aussi guider par l'IA. Ça, c'est bien de surfer, de voir. Et puis, il n'y a pas de secret. Je pense que des fois, on écrit, des fois, on n'écrit pas, des fois, on improvise. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre des plans. Et comme on fait tout. C'est-à-dire qu'on fait le script, on fait l'histoire, on fait les cheveux, on fait le décor, on fait l'acteur, on fait les voix, on fait toute la prod. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir 5, 6, 7, 10 points. Voilà. Est-ce que ça rentre dans notre histoire ? Puis on se dit, ouais, ça passe, allez. Ou alors c'est de la merde. Oui, en fait, ça dépend aussi, je pense, comment on aborde le film. Nous, là, pour le coup, c'est des créations. Pour des clients, c'est peut-être différent aussi, parce qu'on va dire, c'est comme dans la publicité, on a peut-être un message à mettre en avant qui est beaucoup plus imposé. Et là, pour le coup, on va dire, on connaît les limites de nos outils. Mais là, comme on connaît les limites de nos outils, pour une création, je trouve qu'en fait, on l'aborde différemment, avec moins de pression. Et forcément, la frustration, je trouve, en tout cas pour ma part, est moins grande. Et là, je sais que moi, souvent, j'essaye un nouvel... par exemple, il y a eu Act One qui était sorti pour faire un petit peu du lip sync. Enfin, voilà. Et c'était, on va dire, peu de frustration parce qu'au final, je savais, on va dire, quel outil j'utilisais. Voilà. Alors moi, sur ça, je voulais juste ajouter un truc. Moi, quand j'ai fait le film avec l'œuf et la poule, en fait, je suis parti d'une idée très, très, très précise.
J'avais un truc extrêmement précis. Je voulais un œuf, je voulais une éclosion, je voulais en fait poussin, je voulais que le poussin grandisse, devienne une poule, et que la poule ponde un œuf. Et je voulais que ce soit une boucle. Sauf que j'ai jamais réussi. Jamais. J'ai essayé. J'ai cramé tout mon abonnement à Sora, à 100 balles par mois quand même. J'ai cramé tous les crédits en faisant des générations en changeant les prompts et tout. Et à la fin, je me suis dit, mais tous ces trucs bizarres là, eh ben, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Et du coup, j'ai essayé. Et puis après, j'ai eu le déclic quand j'ai eu l'idée d'avoir une discussion avec ma fille. Voilà. Et puis j'ai fait le montage après la discussion. Et comme ça, voilà quoi. Et là, ça marche. Mais du coup, c'était pas prévu. Le montage, la génération de Sora, c'est ça ? Ouais. Tout ce que vous avez vu sur la feuille La Poule, c'est que des plans faits avec Sora. Bonsoir. A contrario, pour le film de la moustache, moi, j'avais tout calculé dès le départ. C'est-à-dire que rien n'était au hasard, en fait. À tel point que j'ai même filmé un acteur. Il y a un comédien qui est venu chez moi, on l'a filmé sur fond blanc, parce que en fait, j'ai fait grâce à Runway Act One. En partie, enfin, vraiment, c'est 20%, mais j'ai filmé le comédien à la maison, donc j'avais un scénario décrit, je savais ce qui se passait exactement dans mon histoire, pour que quand le comédien, je lui donne des directions, exactement comme un film normal en fait. Je lui donne des directions précises, je lui dis voilà, à ce moment-là, tu vois la nana, donc tu dois réagir, t'es timide, mais puis d'un seul coup, tu reprends confiance, etc. Je le filme et après, je l'ai intégré dans l'IA, etc. Donc en fait, tout était vraiment calculé. Et la seule part de magie, parce qu'il y a toujours une part de magie, mais même dans un film, en fait, quand on fait un film normal, parce que moi j'étais réalisateur de fiction avant, donc il y a toujours un truc où tu vois, le comédien il va jouer un truc et puis tu n'avais pas prévu ça et tu fais putain, c'est génial, et tu peux pas le refaire en fait, parce que c'est la magie du moment. Et avec l'IA, c'est exactement pareil. Et moi, c'était au niveau de Midjourney, parce que j'ai fait quand même pas mal d'images, 99% des images sont avec Midjourney. Donc en fait, pour faire des champs contre champs, c'est une galère pas possible. Pour que en fait, le personnage soit exactement au même endroit, avec une personne en face. Vous connaissez le champ contre champ. Et en fait, c'est vraiment une galère pas possible. Pour que en fait, le spectateur voit pas qu'en fait, ils sont pas du tout au même endroit. Ils sont pas du tout dans le même machin. Et là, c'est la magie. Donc on se prend la tête et puis d'un seul coup, comme il disait, oh c'est bon, ça passe. Allez, on fait ça. Mais voilà, tout n'est pas non plus aléatoire, pas tout le temps. Et puis il y a des fois, comme il fait Stéphane, moi aussi ça m'arrive des fois, on tente un truc, c'est pas du tout ce que j'avais prompté, et puis c'est mortel. Allez go quoi. Et puis ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, bonsoir. Je vais passer le... je l'ai déjà, c'est gentil. Alors déjà, merci, je suis juste là au fond. Merci pour la soirée et bravo à tous pour votre travail, c'était vraiment hyper chouette. Juste avant de poser ma question, petit tips pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez la flemme d'attendre pour Kling, vous pouvez passer par les plateformes. Kling, c'est un modèle open source, donc il peut tourner sur des serveurs. Et ils ont des cartes graphiques bien vénères, donc les générations prennent moins de 3 minutes. Voilà, petit tips pour ça. Tu penses à quelle plateforme ? Replicate, Fal aussi, Fal.ai, ça marche bien. Donc voilà, si comme moi vous avez la flemme d'attendre. Ma question, elle est un peu moins technique. Il y a 2 ans, la gen vidéo, c'était une blague. C'était même pas imaginable. Aujourd'hui, on voit clairement le résultat. Est-ce que selon vous, donc, en imaginant que la techno continue d'évoluer au rythme où elle évolue actuellement, est-ce qu'on préférera regarder nos propres vidéos que celles des autres et que celles qu'on peut trouver sur le marché ? Est-ce qu'on regarderait encore un film si on peut encore créer le film parfait pour nous-mêmes ? Je n'ai pas vraiment réussi à trouver la réponse. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a des réponses à ce type de questions. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des projections futuristes, futurologistes, on va dire, qui prédisent que dans un futur plus ou moins proche, on pourra prompter les programmes qu'on a envie de visionner. Par exemple, on peut imaginer un Netflix où on a une petite box vocale et on prompte, on dit voilà, ce soir j'aimerais bien voir une série avec un type avec une moustache
qui rappe avec des chaînes en or tout en faisant des séquences d'action dans l'espace. Voilà. Et on dit les personnages, ça va être un tel, une telle, une telle. J'aimerais bien qu'il se passe à peu près ça et ça et ça. J'aimerais bien que le personnage ressemble à tonton Jean-Pierre, qui est un peu comme ci et comme ça. Et voilà, et rouler, on y va. Et du coup, ça nous génère un truc. Par contre, personne ne dit que ça va être bien, hein, mais techniquement, je pense que ça va être bientôt possible. Est-ce qu'on préférera voir ça à autre chose? J'en sais absolument rien. Moi, j'ai toujours envie de penser quand même que l'IA seule, sur la base de prompts, ne remplacera pas les idées, quoi, la créativité, et ce qui fait la singularité de certains artistes. Denis, Super, merci. Moi, je pense qu'il y a un sujet, c'est tant qu'on le prompte, ça va, parce que ça veut dire qu'il y a une intentionnalité. Moi, j'ai un peu plus peur du moment où on va automatiser des créations de contenu pour plaire par défaut au niveau de tes datas. Netflix, c'est ce que t'aimes, sans même te demander ce que tu proposes, ce que tu veux regarder, on va te proposer un truc qui aura été généré pour toi. Et du coup, je trouve que ça vous apporte un problème qui est déjà présent de flou d'IA, d'inondation de contenus qui ne sont pas très intéressants. On parle beaucoup d'AI slop en ce moment. Et effectivement, typiquement Amazon a bloqué l'upload de bouquins écrits en IA parce que les gens en uploadaient 300 par jour, en espérant les avoir juste à imprimer, donc c'est impression à la demande. Et donc ils ont bloqué à 3 livres par jour par personne pour être sûr qu'il n'y ait pas des livres produits par ChatGPT qui soient uploadés en continu. Donc il y a un vrai problème quand même de contenu sur Internet et de façon de penser demain la façon dont on consomme du contenu et d'être certain de ne pas être dépendant d'un truc qui va nous dépasser, où on va se retrouver tous en slow-lit de contenu pas très intéressant et surtout pas très réel. Demain, Instagram avec que des contenus IA, pas certain que ça intéresse grand monde. Oui, sur un point, c'est qu'en fait sur mon film, par exemple sur le deuxième film début, en fait la musique de fin normalement c'était Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Et je l'ai pas mis parce que effectivement on est tenté de vouloir prendre des musiques connues parce qu'une musique connue se fait tout de suite l'émotion dans un film, mais on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc moi je l'ai fait, voilà, j'assume, mais c'est pas bien. Donc en fait la censure pour moi elle se passe dans, je m'oblige maintenant à créer les musiques, à essayer de pousser ça. Et de pas de prendre simplement j'ai fait des films avec les musiques de Morricone, de Sergio Leone, enfin ça, et c'est pas bien parce qu'en fait c'est pas notre travail, voilà. Donc on exploite le travail d'un autre, et c'est vrai que au départ on est passionné, on a envie de faire des films, donc effectivement on singe un petit peu les films qu'on aime bien, et donc on y va et on se prend pas trop la question. J'ai eu 2-3 petites remarques et je me suis dit ouais, les gens ont raison, c'est vrai, on ne pique pas le travail des autres. Alors on peut le faire en clin d'œil, ce que je fais dans les films que j'ai fait, mais par contre c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Je pense qu'il faut faire attention parce que nous demain, si on nous pique notre travail, on sera pas content non plus. Voilà. Donc c'est le seul censure. Je pense que moi, je travaille beaucoup sur moi là-dessus, même si des fois de temps en temps je pique 2-3 trucs à des gens que j'aime bien. J'appelle ça un clin d'œil parce que pour moi c'est plus un hommage ou une référence cinématographique aussi pour ceux qui regardent le film en disant tiens là j'ai fait un petit clin d'œil à un truc. Mais c'est vrai que je fais attention à ça parce que c'est un vrai sujet aussi le droit d'auteur. Sur ces sujets, et alors déjà on ne sait pas non plus dans tout ce qu'on fabrique où sont générées ces images, à qui on les pique, donc c'est dilué dans le grand magma de l'IA, donc ça pour l'instant voilà, on se sent pas trop coupable de ça, mais c'est vrai que la notion de la singularité ou de l'originalité de l'œuvre est une vraie question dans l'IA. Voilà. J'ai une question ici. Moi j'avais une question. Là. Je voulais savoir comment vous gériez les retours clients quand vous travaillez directement avec des marques ou des agences de pub, que vous ils ont un brief, vous faites une vidéo et vous disent ouais ce serait bien de faire des modifs. Vous faites comment, comme il n'y a pas encore trop de contrôle sur l'IA? Bonsoir. Nous, par exemple, dans le cas des Bernard, on prévient tout simplement quand on s'apprête à faire un film qui utilise beaucoup d'intelligence artificielle. On prévient tout simplement en disant qu'on peut faire certaines choses. Des fois, on peut avoir des limites. Donc, du coup, on fait des tests. Et puis, si ça ne fonctionne pas, du coup, on réadapte selon ce qui est possible de réadapter. Quel est l'avenir du métier de prompteur
Pardon, ma question était plutôt, est-ce que le fait de prompter était un métier d'avenir? Ou est-ce que prochainement, on va passer du MS-DOS à Windows, et donc du coup, ce sera plus des lignes de commande comme un prompt, mais du coup, on donnera la possibilité à celui qui est auteur, ou concepteur, ou rédacteur, d'aller trouver les images, d'aller générer les images beaucoup plus facilement, de manière plus droite au but. Donc voilà, ma question était, est-ce que prompteur est un métier d'avenir? Moi, je peux répondre. Tu peux répondre. Prompteur n'est pas un métier d'avenir. En fait, tu parlais de création. En fait, la base de la création, c'est le prompt. Mais c'est pas un métier d'avenir. En fait, le métier d'avenir, c'est créatif. Tu promptes, tu as une création. Mais le prompt, c'est nécessaire. C'est un peu, c'est la base. Si tu veux marcher dans la rue, tu es obligé de mettre des chaussures. C'est un peu pareil. Tu vois, il n'y a pas. Mais c'est là... ça en revient à ce qu'il disait tout à l'heure, en fait. Oui, peut-être qu'il y aura des IA qui s'auto-prompteront, mais ça sera nul. Parce qu'en fait, ce qui donne la singularité de la créativité, c'est l'humanité, c'est le vécu. Ouais. Tu vois. Ouais. Il y a une courbe d'apprentissage, ouais. Mais l'interface va évoluer. Moi, je pense que l'interface va forcément évoluer. Elle évolue déjà. Kling évolue. Kling, tu peux sélectionner tes objets et faire bouger spécifiquement un objet à un autre endroit. De la manière que dans l'image, on a déjà des endroits où on peut faire du prompt, du regioning, où on peut vraiment définir chaque région de l'image qu'on veut générer. Donc sur l'image, en fait, ce qu'on a vu sur l'image, ça va arriver dans la vidéo. Moi, je pense pas que ce soit de la magie de dire ça. Par contre, effectivement, je pense que prompteur n'est pas un métier. De la manière que je pense que la photographie, tout le monde peut faire des photos, ça ne veut pas dire que tu deviens photographe et que tu as une vision de la création. Donc moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est l'intentionnalité et l'envie de créer quelque chose avec une vision, et qui est tout ce travail d'arriver à cette vision qu'on avait initialement. Je pense que c'est tout le truc intéressant de un outil qui reste un outil pour l'instant, mais qui va évoluer. Rajoute un truc sur les métiers, parce que j'ai pas mal réfléchi à la question. Je fais pas mal de conférences de formation aussi, comme Gilles ou d'autres, parce qu'on est réalisateur, mais on est aussi formateur dans les entreprises. Et on m'avait posé cette question, à peu près la même chose. En fait, moi j'ai une réponse par rapport à ça, c'est qu'en fait, on est en train de vivre une période où tout va être décloisonné. Pour ceux qui travaillent en agence, j'en ai croisé tout à l'heure, et moi je suis aussi directeur d'agence. J'ai commencé à Publicis. On m'a collé DA, un petit DA, il y a un concepteur directeur, tu vas travailler avec lui. Ok, bon. Donc en fait, ça veut dire qu'on a mis en place des métiers où on dit toi t'es DA, t'es pas CR, ou t'es pas concepteur directeur, toi t'es concepteur directeur, toi t'es ceci, toi t'es cela. Ok, le copywriter demain va devenir DA. Pourquoi? Parce qu'il a l'art des mots. Donc comme il a l'art des mots, il a l'art du prompt et il saura faire des belles images. Ok, le DA il s'en fout parce que lui il fait des belles images avec Photoshop. Mais le DA, il va devenir réalisateur comme nous. Parce qu'il fait des belles images, donc c'est faire des belles images qui vont devenir en mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réalisateur, lui, va devenir producteur de ses films. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'IA n'est pas un remplacement d'un métier ou d'un autre, elle décuple votre capacité à créer. C'est-à-dire que, on le voit bien dans les films de Jérémy ou d'autres, c'est qu'il est rappeur, il est comédien, on est des comédiens, on joue nous-mêmes dans nos propres films, voilà. Donc en fait, on fait tout à la fois. Et le fait de tout faire à la fois, ça veut dire qu'on a déjà des compétences dans chacun. On n'est pas venu de n'importe quoi en appuyant sur 3 boutons IA. On a fait des scénarios avant, on a fait des films avant, on s'est planté, on a réussi, on a fait de la pub, on a fait de la com. Voilà, c'est toute l'expérience qu'on a gagnée. On a tous à peu près 45-55 ans. On est tous des générations X, on n'est pas des jeunes, à part quelques-unes. Des jeunes qui d'ailleurs sont très doués dans le club. Mais c'est vrai qu'on est tous à peu près du même âge. On a de l'expérience, on a 20 ans, 25 ans d'expérience dans ces métiers-là. Donc en fait, toutes les personnes qui sont là, d'ailleurs je vois qu'elles sont plutôt âgées, vous avez 50 ans, 20 ans d'expérience, tout ça dans la machine, en 2 ans, vous devenez des super cadors de l'IA. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour les jeunes, c'est une super opportunité pour, quand vous êtes jeune, vous avez 25 ans, 16 ans, que vous voulez faire des films, nous à l'époque on prenait le caméscope et personne ne nous regardait. Aujourd'hui, n'importe qui arrive sur Internet, LinkedIn, je sais pas quoi, balance ses films. C'est génial. Merci, bonjour Gilles. J'avais une question aussi.
Vous avez dit travailler de plus en plus dans la publicité. Et je voulais savoir dans quelle mesure est-ce qu'on voit déjà des réalisations qui sont faites par IA, dans quelle proportion, et puis un peu qu'est-ce que ça implique aussi sur le droit commercial de ces images qui sont générées. Alors on voit des pubs faites avec de l'IA. Il y a eu récemment une campagne de Coca-Cola, pas celle de film de Jérémy malheureusement, puisque ton film, je trouve qu'il est plus réussi que la campagne Coca qu'on a vu récemment. Il y a eu un film de Vodafone, vous pouvez trouver sur YouTube, voilà, Vodafone AI, Itoro, tu dis, enfin bref, il y en a plein. Et après sur la question des droits, alors moi c'est pas mon domaine de compétences, mais je pense que les marques font le nécessaire pour clearer les droits. En fait, en modifiant les images qui sont faites par l'IA pour pour en revendiquer la propriété intellectuelle. Voilà. Mais après, là-dessus, on dépasse un peu mon spectre de compétences. Et Juste pardon, ma question était dans la continuité de. Je rebondis rapidement. Je voulais vous demander, est-ce que les marques vous-même, suite à vos contenus, vous contactent assez souvent, ou est-ce que vous trouvez que leurs envies d'IA sont encore un peu timides? Alors, moi je vais répondre parce que je suis une agence. Enfin là je parle pas en tant que réalisateur du Prompt Club, je parle en tant que directeur d'agence. Ce qui s'est passé, c'est que là, ça fait 2 ans qu'on a à peu près mis tous les mains dans le cambouis de l'IA. Moi j'ai écrit un livre en septembre sur l'IA et le luxe, et à partir de décembre ça a commencé, et là on est time sur market, c'est-à-dire que là c'est appel sur appel sur appel sur appel, on ne fait que travailler, nuit blanche, on travaille, on a beaucoup de projets, donc maintenant là on peut dire qu'on a passé un cap, les clients sont là, les clients arrivent et les clients en veulent. Justement, il y a Charlotte qui peut peut-être nous faire un petit témoignage. Bonjour, je suis arrivée un petit peu en retard, je suis tout au fond. Oui, enfin, comme Stéphane, ça fait depuis la rentrée septembre dernier que les clients sont là et qu'on arrive à faire. Enfin, nous, on a vendu déjà plusieurs vidéos qui étaient complètement faites en IA, que ce soit du produit, parce que maintenant aussi, on arrive à faire entraîner une IA sur un produit, donc on peut la prompter dans plein de décors, etc. On l'a vu avec la pub Coca dans les petits films. Donc oui, il y a un vrai engouement et ça s'accélère énormément là pour nos agences. Charlotte, membre du Prompt Club. C'est pour ça aussi que pareil aussi, patron d'agence, donc j'en profite pour raconter l'envers du décor, mais les marques ont des use cases qu'ils ont déjà vus, déjà identifiés depuis longtemps. À mon avis, il y a des marques qui ont beaucoup d'exigences. Nous, on travaille beaucoup avec LVMH et L'Oréal, et pour le coup, ils y vont, mais ils y vont discrètement, en testant, en voyant comment ça peut vraiment s'appliquer. Il y a un vrai besoin de transformation et de gain d'argent. Malgré le luxe, en fait, il y a quand même un vrai enjeu de couper les coûts. Et donc l'enjeu créatif et un peu de liberté, je dirais, imaginaire que l'IA peut proposer, et pas trop quelque chose qu'on trouve chez les marques pour l'instant, moi je trouve. On est beaucoup sur l'enjeu de transformation. Et moins sur de la grande créativité qu'on pourrait imaginer le jour où les films seront très aboutis. Mais je pense qu'il y a aussi une réalité de qualité où moi je ne propose pas de films pour l'instant à des marques de luxe haut de gamme, parce que je pense qu'on n'y est pas complètement. On avait juste une question ici qui doit depuis tout à l'heure. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Ouda et j'ai créé les iFilm Awards avec des associés. Donc, bonjour Gilles. Et c'est une compétition, enfin c'est un festival qui est international. Donc on a réalisé plusieurs événements et la communauté des filmmakers qui participent est internationale. Donc en Asie, aux États-Unis, donc en Afrique aussi, en France. Et ma question, c'est de savoir un petit peu, alors il y a des directeurs d'agence, mais c'est de voir un petit peu d'où vous venez, parce que cette communauté de filmmakers, elle est extrêmement jeune. Vous disiez que vous aviez plutôt la cinquantaine, mais en tout cas, par exemple, en Asie, ils sont très très jeunes. Elle vient d'univers complètement différents, du jeu vidéo aussi. Et donc, c'est pour savoir un petit peu, parce que là, on est en France, et que je pense qu'il y a des spécificités en fonction des continents, des territoires. C'est de voir un petit peu quel est votre background, justement, d'où vous venez, et vous vous considérez comme réalisateur. Donc, on utilise un peu on va dire, le langage du cinéma. Est-ce que, justement, ça va... Enfin, c'est pour savoir, est-ce que vous pensez que
vous vous définissez en tant que réalisateur et vous resterez réalisateur, ou il y aura de nouveaux termes justement pour définir. C'est une nouvelle industrie qui est en train de s'organiser. Il y a quelques enjeux, donc voilà, c'est pour avoir un peu votre ressenti là-dessus. Je commence du coup. Alors déjà, moi je dis réalisateur sous caméra parce que c'est ça. On fait de la réalisation de films, mais en fait on n'utilise pas de caméra, ce qui est assez. Finalement, on s'y est tous mis sans se poser de questions, mais c'est vrai qu'on a tous commencé à prendre des caméras. Alors, comment ? Pas des clips. Alors c'est ça qui m'arrange moins, parce que voilà. Alors justement, merci pour la transition, parce que moi j'ai commencé comme artiste peintre, avec un pinceau, une toile et tout seul. Donc en fait, quand j'ai voulu faire du cinéma, parce que j'ai voulu faire du cinéma à un moment donné, j'ai voulu tenter la FEMIS, des grandes écoles, je me suis fait refouler comme des... Voilà. Donc du coup, je suis pas passé par le classique, malgré le fait que je voulais le faire. J'ai pas fait les cours en entrée, j'ai pas réussi les cours en entrée, donc après ça a bifurqué. Et il se trouve qu'en 98, je suis rentré chez Publicis parce que c'était le début d'Internet, et ça m'a complètement bifurqué. J'ai arrêté de faire du cinéma, de la peinture, pour me mettre à faire de l'Internet. Et je pense, enfin, je vais arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres parcours différents, mais c'est un parcours très atypique, mais qui a été jalonné finalement de choix de vie. Et c'est pour ça que je parle de la génération X, parce qu'on est une génération où on a touché à tout. Moi, je peux faire de la peinture, de la photo, et en fait, donc l'IA, en fait, on remet tout ça là-dedans. C'est pour ça que c'est super assez jouissif, parce qu'en fait tout ce qu'on a fait avant, finalement, même des vieux scénarios que j'ai écrits à 16 ans, je suis en train de les ressortir pour me dire je vais les mettre dans l'IA, parce que j'ai plus de soucis de production. Je suis chez moi avec mon laptop et pas une grosse machine, et j'ai une idée, je la fais tout de suite et je la diffuse. Donc ça c'est l'économie, la rapidité de circuit d'économique va avoir un impact phénoménal sur l'audiovisuel. Je trouve que ça a été très bien dit. Moi, je suis directrice artistique, je viens du monde de la publicité. Mais de base, je suis quelqu'un qui est assez attiré par le monde du digital, du cinéma, des images, de ce que je trouve beau. Là, le Prompt Club, pour moi, c'était l'occasion de pouvoir réaliser des choses qui me plaisent, sans commande, de pouvoir un peu, justement, réaliser des projets qu'on garde dans nos tiroirs et qu'on n'avait pas les moyens nécessaires, humains ou financiers, de pouvoir les réaliser. Là, c'est l'occasion, dans son coin, tout seul chez soi, de pouvoir les faire vivre. Et sans pression, en fait, c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on le fait par pur plaisir et je conseille à tout le monde de se lancer, peu importe le résultat. On n'est jamais 100% fier de nous à la fin. On se dit toujours qu'on peut faire mieux, mais c'est pas grave, on se dit que le prochain, il sera encore mieux. Et je trouve qu'effectivement, c'est important d'associer sa culture, peu importe d'où elle vient, et que c'est ça qui influence beaucoup ce qu'on fait. Après, moi, je ne me considère pas du tout réalisatrice. Ce n'est pas mon objectif premier de le devenir. Je me considère plus... je suis directrice artistique et j'ai juste envie de produire. Après, je verrai au fur et à mesure du temps ce que ça va devenir. Il y a encore 2 ans, je ne me serais jamais imaginé freelance, et c'est le cas depuis 3 semaines. Donc, en fait, l'IA ouvre plein de portes ouvertes, plein de beaux projets. Donc... Non, juste pour finir, moi je suis aussi d'un parcours d'agence, j'ai aussi commencé chez Publicis, mais il y a 15 ans, donc Publicis Net, puis Marcel, voilà. Donc... Question au fond. Moi j'ai un micro, alors du coup je peux parler fort. Ouais, je pose. Ouais, elle est là la question. Moi je dirige une école de cinéma à Paris et on monte l'année prochaine un master IA et création audiovisuelle. Et donc un master en 2 ans, une formation d'enseignement supérieur. Et ma question est donc, il y a vocation à former des DA, des réalisateurs AI, des Chief AI Officers des industries culturelles, des métiers à inventer. Ma question s'adresse à tout le monde, c'est, à part la manipulation des outils qui évoluent chaque semaine, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut enseigner
pour fabriquer des cerveaux agiles dans le monde de demain de la création IA. Quelles sont une école de cinéma classique, scénario, montage, assistant à réalisateur, toutes les disciplines, et donc un master là qui s'inscrit beaucoup plus dans la création IA. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller former des gens qui vont eux-mêmes animer les industries créatives de demain. Et donc la question vraiment, nous on se prend un peu la tête, on sait qu'il va falloir qu'on apprenne un certain nombre d'outils. Donc voilà, on voit que Link sera, et puis il y en aura d'autres la semaine prochaine, et puis il y en aura d'autres dans 2 ans. Donc quelles sont les matières de fond, ce qui va faire qu'on forme des gens intelligents et agiles, encore une fois. L'écriture. Après, le reste, ce sont juste des outils qui ont vocation à évoluer. Tout à l'heure, Stéphane le disait. Moi, j'ai commencé avec des caméras DV il y a presque 25 ans. Après, j'ai filmé avec des appareils photo. J'ai filmé avec des grosses caméras de cinéma, avec des Alexa, avec des Red, avec des Sony Venice. J'ai filmé avec tous les outils possibles, avec des téléphones aussi. Et au final, c'est juste des outils. Et ce qui va susciter l'intérêt, c'est les idées, l'écriture, et le reste, c'est de la technique, on peut apprendre facilement. Et je dis ça, c'est vrai, ça veut dire que vous pouvez aller sur YouTube aujourd'hui, vous tapez Kling tutoriel, Renouet tutoriel, Sora tutoriel, et vous aurez des vidéos qui sont très bien faites. Vous vous mettez devant votre ordinateur et vous manipulez avec. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser DaVinci Resolve, pour celles et ceux qui connaissent, un outil de montage et puis d'étalonnage, puis un peu de VFX et de son aussi. Je me suis fait 3 tutos de 1 minute sur YouTube, et après, je savais à peu près le manipuler. Je n'étais pas extrêmement compétent, mais en tout cas, je savais l'utiliser pour mes propres films à moi, pour faire un peu d'étalo, des masques, tout ça, etc. Donc, ça a peu de valeur d'enseigner les outils. Et notre réflexion, elle va plutôt vers la philosophie, le droit, l'histoire de l'art, des disciplines plus intellectuelles qui permettent de prendre le contrôle sur l'IA plutôt que de se laisser contrôler par l'IA. Mais c'est des questions qui s'adressent à tout le monde. Alors, effectivement, sur le cinéma, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai fait une université de cinéma, pour préparer un DUG pour aller faire une école de cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup, c'est la culture. C'est le fait d'avoir vu des films, le fait d'avoir été cinéphile. De m'être intéressé, d'être curieux d'esprit. Je pense aussi que aujourd'hui, je suis enseignant aussi dans des écoles. Je pense que le plus important, c'est la curiosité d'esprit et la culture. Si on regarde pas des films, on peut pas faire des films. C'est pas possible. Il faut nourrir son œil, il faut nourrir son. Il faut que les histoires qu'on a envie de raconter, on comprenne aussi qui on aime comme cinéaste. Je suis sûr qu'on n'a pas les mêmes goûts les uns les autres. Donc on a des influences, on a des références, et ça, je pense que c'est assez important. On le dit pas assez, mais je pense que c'est assez important en fait de se cultiver, tout simplement. Voilà. Je veux juste rajouter que, comme il a été évoqué avant, en fait, on tend vers une uniformisation des contenus générés par l'IA. Il y a un chiffre qui fait un peu peur, qui dit que d'ici 2026, 90% des contenus rédigés sur le net le seront par de l'IA. Donc ça fait un peu flipper. C'était débunké. Qu'est-ce que c'est alors le chiffre? C'était une étude soi-disant d'Europol qui avait volé le chiffre à un mec qui avait juste fait une interview qu'on avait parlé, et ils ont enlevé la data de leur étude. Ça a été débunké récemment, mais il y a un vrai chiffre par contre de 57% des contenus d'Internet actuellement qui sont déjà générés en IA. Un chiffre qui va forcément évoluer. Je ne sais pas si vous consommez des contenus web médias, mais il y a des formes d'écriture maintenant que je trouve qui reviennent de plus en plus fréquemment. Il y a même des mots-clés. Par exemple, le mot crucial, qui est un mot caractéristique du style de ChatGPT. Je le vois extrêmement souvent, alors je ne le voyais pas il y a encore 2-3 ans. Et je pense que ça va être pareil pour la vidéo, pour la création. Si tout le monde se met à écrire des scénarios avec ChatGPT sans mettre son propre input, sans mettre de direction, si tout le monde utilise les mêmes outils pour faire les mêmes vidéos, au final, on aura à peu près les mêmes contenus qui vont nous inonder sur tous nos réseaux.
Et je pense que moi, si je devais enseigner dans une école auprès de jeunes, j'enseignerais, en tout cas, j'essaierais de trouver des moyens d'enseigner comment cultiver une singularité, comment trouver cette singularité, trouver des choses qui nous meuvent, qui nous touchent soi, pour proposer en fait un regard qui soit pas le même que 500 000 autres qui auront les mêmes outils que moi. Voilà. Gilles, pour juste, il suffit de travailler dans une maison d'édition, une boîte de production de cinéma, juste une semaine en recevant les scénarios, pour voir que les humains aussi sont hyper uniformisés. Donc c'est peut-être pas la faute à l'IA, mais les humains sont ultra uniformisés. C'est tout le sujet, c'est que l'IA ne fait que copier la donnée qu'on lui donne. C'est un modèle probabilistique, donc la densité statistique, en fait, elle va chercher la meilleure réponse. Quand on lui dit « je veux un singe vert », elle va aller faire l'amas de cette grande convergence de tous les singes verts qu'elle aura mis dans sa base de données, et elle va donner le modèle le plus probable. Donc on est du coup sur une uniformisation, on est sur une forme de nivellement par le moyen, et donc il y a besoin d'aller chercher une statistique particulière. Il y a des modèles, Midjourney par exemple propose la fonction KO qui va justement s'éloigner de la statistique moyenne. Il y a des résultats extrêmement amusants, mais parfois justement très singuliers, avec une vraie esthétique particulière qui émerge, qui permettent de casser ce rendu-là. Et donc je pense qu'il y a un vrai besoin d'aller chercher à sortir de la moyenne probabilistique qu'on nous propose par défaut, et qui en fait, quand on tape un portrait de femme, tous les biais qui ressortent de quelle est la femme idéale actuelle, enfin, il y a un vrai sujet de biais d'IA et un vrai sujet de moyenne statistique quand on fait quelque chose d'assez moyen, quoi. Je voulais vous proposer qu'on finisse dans 5 minutes parce que vous devez avoir faim et soif. David, je profite que tu aies le micro. Tu peux nous parler rapidement du WIFF ? Oui, on organise un festival justement entre les gens du cinéma et les gens de l'IA. David, scénariste, fondeur de l'outil Genario, qui est un outil d'aide à la rédaction scénaristique, avec de l'IA. C'est pour les scénarios, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est fait spécifiquement pour les scénarios. Et donc on va faire un festival à Nice, on va réunir les gens du cinéma, donc il y a Thomas Pitguin qui est nominé aux Oscars, il y a Claude Lelouch, La Roche-Joubert et des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes. Gilles sera là dans le jury et on va réunir les gens de l'IA et du cinéma. Parce que c'est important de faire le lien ensemble en ce moment. Et moi, ça fait 6 ans que je suis dans l'IA. J'ai vécu 15 ans dans le cinéma et je pense que c'est le moment avec les outils et les personnalités, c'est le bon timing. Donc voilà, venez, envoyez alors vous pouvez envoyer des vidéos. C'est un concours, donc des vidéos WIFF, donc WAIFF, ou des scénarios, des synopsis faits par Genario. Et on va recruter les talents, les finalistes viendront, on les invite, et évidemment on les présentera à des producteurs pour faire émerger les talents de l'IA vers les producteurs de cinéma et ouvrir le cinéma à des talents comme vous ici. Et venez vite. Merci David. C'est le 11-12 avril. Et le dépôt, la fin des dépôts des vidéos et des scénarios, c'est le 14 mars. Est-ce qu'on a une dernière question ? Olivier ? Olivier, on t'entend pas très bien, tu dois avoir le micro peut-être qui... Ou sinon, porte la voix. Merci Olivier, merci à vous toutes et tous. J'ai été très heureux de voir tout le monde ici. J'invite les membres du Prompt Club à venir avec moi, voilà, si vous voulez. Et puis on se retrouve en côté pour discuter.